Cette histoire se déroule à une époque où les monstres se répandaient à travers le continent occidental, les gens effrayés construisaient des châteaux, des fossiles et entraînaient leurs guerriers. Cependant, les humains n'étaient toujours pas de taille à leur faire face. Jusqu'au jour où un voyageur arriva et changea leur destin. À l'heure actuelle, nous pensons que la princesse Sally du royaume d'Aldarak ordonne aux gardes d'Espaden de la poursuivre. Elle veut voir le monde extérieur et partir en voyage. Au même moment, elle rencontre un voyageur et lui demande de mentir aux gardes sur sa localisation, ce qu'il accepte. Les gardes pensent que l'étranger est un voyageur, alors ils lui disent de faire attention là-bas. Puis il se dirige dans la fausse direction qu'il leur a donnée. Quand il a vu les gardes partir, Sally apparaît des buissons et se présente à sa nouvelle amie. C'est un voyageur nommé Mikoto, et elle dit simplement qu'elle est Sally. Elle l'invitait ensuite à manger ses bonbons préférés et les propriétaires des lieux se moquent d'elle pour avoir causé encore un autre problème. Elle l'emmène faire une promenade au marché et l'inviter plus tard à dîner au palais, révélant qu'elle est une princesse. En retour, elle lui demande de lui en dire plus sur ses voyages, faisant clairement comprendre aux voyageurs qu'elle souhaite quitter son ennuyeux royaume et parcourir le monde. Mikoto souligne que son royaume est beau et paisible et que tout le monde serait heureux de s'y installer. La princesse est d'accord, mais elle déteste le fait que sa vie tourne autour du royaume et n'ait rien d'autre à faire. Elle lui souhaite bonne nuit et quitte la salle. Hors des murs de la ville, deux monstres surveillent le palais. Le lendemain, Sally entre dans la chambre de Mikoto et est surprise de le trouver plus lisse et plus mince qu'elle, mais ce qui la choque, c'est de découvrir que Mikoto est en réalité un garçon. Même pendant qu'il se promène dans le parc du château, Mikoto partage des histoires de ses voyages avec Sally et elle commente en plaisantant que si quelqu'un d'aussi mince que lui peut voyager, elle doit être capable de le faire aussi. Sally demande à Mikoto de l'emmener avec lui, mais son ton change lorsqu'il met en garde contre les dangers du monde extérieur, y compris la possibilité d'abandon, voire de mort et d'autres choses pires qui peuvent arriver aux femmes. Malgré cela, il lui demande si elle souhaite toujours le rejoindre. Sally est surprise et Mikoto explique qu'il plaisantait, qu'il ne l'abandonnerait jamais, mais la mort peut survenir à tout moment pour n'importe qui. À l'intérieur du château, le père de Sally, le roi rencontre un étranger qui se révèle être un monstre appelé Yaak. Le monstre réclame 30 corps par mois en hommage pour épargner au roi le massacre. Et lorsqu'un chevalier intervient, le monstre le tue en précisant que le sacrifice de cet homme ne compte pas dans les 30 sacrifices qu'il souhaite. Après avoir quitté la présence du roi, le monstre retrouve Mikoto dans la cour avec la princesse. Il commence à s'inquiéter et décide d'annuler son plan de mise à mort. Mikoto sent le monstre et affiche un sourire tordu, la poursuivant du regard sans que Sally ne s'en aperçoive. À l'intérieur du château, c'est désormais le chaos, alors que tout le monde se demande comment faire face à cette nouvelle menace. Le roi s'approche de Sally et lui conseille de se lancer dans son voyage, réalisant le danger d'y rester. Pendant le voyage, un bruit de tonnerre résonne dans l'air et Sally court dehors pour enquêter et finit donc par voir ces monstres pour la première fois. Sur le terrain, un groupe d'ogres avec leur chef, Moki, sont approchés par Yaak. Il informe Moki que son plan est faux, car celui qui a détruit le pays de Yaak est dans le château. Mikoto s'approche des ogres, attirant l'attention de Moki, qui s'excite à l'idée de le tuer. Sally intervient, demandant à Mikoto de partir immédiatement. Il l'ignore et dirige son attention vers Moki et se présente, et après que Mikoto se soit également présenté, l'ogre attaque avec un coup de poing, mais Mikoto se coupe la main, il active ses yeux pêche et met un bandana avec un logo Moki pêche son front, puis coupa les ogres. Ainsi il est révélé que Mikoto vient d'un autre pays, et qu'il tue ces monstres pour le plaisir. Mikoto tue les ogres tout le temps avec une pure soif de sang et s'approche de Moki, qui cède. Elle demande à Mikoto qui il est, ce à quoi il répond en disant qu'il est un voyageur impuissant qui chasse des monstres, disant qu'il tuera son ennemi. À la porte, nous voyons Sally se sentir redevable envers Mikoto parce qu'il a sauvé son royaume. Même si tout cela s'est déroulé d'une manière quelque peu terrifiante, soudain un chien apparaît et dit au garçon qu'il est temps de partir. Sally lui demande de rester et court après lui, mais est arrêté par la vision grotesque devant elle. Le garçon continue de marcher et Sally crie son nom, et c'est à ce moment qu'elle se rend compte que ce garçon est déjà parti il y a un mois. Et elle n'a toujours pas arrêté de penser à lui. Elle décide alors de dire à son père qu'elle part à l'aventure. Elle se coupe les cheveux pour montrer qu'elle est sérieuse, disant à son père qu'elle ne veut plus être une petite princesse, à la grande surprise de son père. Je l'ai soutenue dans votre décision. Le roi lui demande si elle a un plan, et elle dit qu'elle le découvrira au cours de son voyage. Elle dit au revoir à son père et part dans ses vêtements de voyage, excitée de commencer son nouveau voyage. Pendant le voyage, Sally rencontre un lapin qui ressemble à un homme évanoui dans la forêt. Sally constate qu'elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Elle l'abandonne rapidement pour éviter les ennuis, mais lorsqu'elle entend l'estomac de la créature grogner, elle finit se trouvant incapable d'ignorer le fait. Elle sort une carotte de son sac et propose la créature en nourriture. C'est à ce moment que le lapin se présente comme une frau. Un lapin est sans trait sexualisé. Sally note que c'est la première fois qu'elle voit une dame humaine. Elle montre ensuite au lapin un mauvais croquis du Mikoto, lui demandant si elle a vu le garçon, mais la créature n'a jamais vu ce garçon. Elle remercie Sally pour la nourriture délicieuse, et contre la volonté de Sally, Fro commence à la suivre, car voyager seul est très dangereux. Les deux finissent par arriver au village voisin, où elle rencontre un villageois peu réceptif envers une dame humaine. Il dit à Fro de s'en aller car ils ne peuvent pas laisser une dame humaine entrer dans le village. En même temps qu'il refuse l'entrée de Fro, il accueille Sally, mais après un bref flashback du champignon, elle décide de partir avec Fro, mais plus tard, Sally donne à Fro son imperméable pour cacher son apparence, et les deux entrent dans le village. Encore une fois, dans l'espoir de trouver nourriture et abri, ils rencontrent le seigneur du village, qui les accueille comme des voyageurs. En voyant des carottes, l'afro ne peut contenir son excitation et se révèle. Cependant l'homme semble compréhensif et n'est pas gêné par son apparence.
apparence, il leur propose de s'arrêter dans son manoir et les invite à dîner ce soir-là à 2 heures. Avec le seigneur qui leur offre également sa maison pour passer la nuit. À la fin de la nuit, pendant qu'il conduit Sally à sa chambre, la propriétaire de cet endroit dit-elle que sa région a été endommagée par plusieurs monstres qui également tué beaucoup de gens. Heureusement, un voyageur solitaire, complètement seul, a abattu les monstres, les sauvant de l'anéantissement complet. Sally reconnaît que ce voyageur doit être le Mikoto et demande où il se trouve, mais l'homme n'a aucune idée d'où il se trouve. Il regrette le fait qu'ils n'ont pas pu montrer leur gratitude au héros, alors en retour, ils accueillent tous les voyageurs à bras ouverts. En entendant cela, Sally demande pourquoi il a laissé Fro entrer dans le village. Il dit qu'après tout, ils ne sont pas différents des démons communs, mais pour tous les demi-humains et ogres, ils sont les ennemis de l'humanité, donc c'est tout à fait normal d'avoir peur et préjugés. Après quoi Sally se réveille avec fracas et découvre qu'un démon a même résonné dans le village. Elle s'approche de l'ogre et se fige instantanément de peur en réalisant qu'elle est en danger. La femme a vaincu l'aide et tue l'ogre de 2 coups de pied. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, un groupe d'hommes à cheval surveille les ogres. Événement dans le village, Sally remercie Fro de l'avoir sauvé, tandis que les villageois continuent simplement d'être terrifiés par Fro. En raison de leur grand pouvoir, le seigneur du village leur demande de partir, mais avant de partir, la femme s'approche du seigneur et il la remercie pour la carotte, ce qui laisse tout le monde surpris. Alors qu'ils quittent le village, ils sont encerclés et arrêtés par les membres des chevaliers de Rindal. Les deux finissent par être emprisonnés dans une cellule, mais un homme devant Hulk les libère et se présente comme commandant du régiment de chevaliers royaux. La princesse Sally dit qu'il était insensé de saisir les écrans, car elle ne voyage qu'avec un bon lapin qui ne veut que des carottes, mais le commandant précise que Fro représente également une menace en raison de sa force. Cependant, en voyant la femme sauver Sally et en respectant les villageois, il a complètement changé d'avis. Il décide de les libérer, mais pas avant d'avoir cédé à leur souhait, qui est de recevoir de la nourriture avant leur départ. Il se promène ensuite dans le marché pour déjeuner, tandis qu'à l'extérieur de la ville, 2 monstres appelés Mèche et Seth prévoient de faire des ravages sur la terre. Le Mèche utilise son explosion d'ogre et détruit les murs du royaume, et en raison de la surutilisation de son pouvoir, elle prend une forme enfantine, et alors qu'elle reprend ses forces, les 7 entrent dans les murs et anéantissent immédiatement les gars. Hulk dit à Sally qu'ils doivent courir, mais elle continue de s'approcher de l'ogre, étant apparemment folle. Fro vient à son secours et donne un coup de pied à Seven. Ils disent alors à Sally de courir aussi vite que possible, mais elle refuse de la laisser. Hulk l'entraîne alors, laissant Fro face à l'énorme morse. Le lapin promet de protéger Sally, car cet humain l'a traité avec affection, et pour l'ogre ce combat était amusant. Tout près, alors que Hulk était occupé à évoquer les gens, il n'a pas remarqué que Sally avait disparu. Pendant ce temps Fro et les morses se battaient. Pendant le combat Seven parvient à attraper Fro et à la jeter en l'air. Et alors qu'elle tombe, Sally, les larmes aux yeux, l'appelle. Cela donne à Fro une force renouvelée, et elle combat à nouveau le morse. Fro est maintenant grièvement blessé, et Sally la rejoint. La voyant ensemble, l'ogre décide pour les achever tous les deux, mais soudain, Sally a chaud et ses yeux deviennent rouges. En un instant, elle se coupe la main sur le morse, exactement comme Mikoto. Ses yeux prennent la couleur d'une pêche, et elle ressent un désir incontrôlable de tuer l'ogre, pendant que le robot était assis sous un grand arbre en y pensant. Seven s'amusait à tuer des humains. Soudain une silhouette mystérieuse apparaît derrière l'arbre et demande pourquoi elle est bouleversée. Surpris par la compagnie inattendue et incapable de ressentir une autre présence, elle y voit un moyen de passer le temps en attendant son compagnon et tente d'activer ses pouvoirs. Cependant, à sa grande surprise, l'arbre a été abattu sans effort. L'inconnu, qui s'avère être Mikoto, exprime le désir de participer à la fête et demande si l'explosion précédente était de son fait. Il mentionne ensuite qu'il ne trouverait pas agréable de la tuer car elle régénère ses pouvoirs et suggère qu'il parle un peu jusqu'à ce que son pouvoir revienne, pendant que Seven rit quand il trouve enfin quelqu'un digne de se battre avec lui, mais quand même. Dans son état de puissance, elle bloque facilement l'attaque de l'ogre, qui commence alors à se demander quel genre de monstre elle est. D'un autre côté, le robot demande à Mikoto s'il est le célèbre tueur d'ogres, le célèbre voyageur dont tout le monde parle. Il est impressionné qu'elle l'ait écouté et demande pourquoi ils envahissent la ville et tuent les humains à l'intérieur d'elle. Le robot répond alors que les humains ont détruit un monde naturel dans lequel d'autres espèces ont besoin de vivre, le tout pour construire leur château. Il les considère comme des ennemis de leur espèce. Mikoto se moque d'elle pour son amour de la nature, mais souligne qu'au fond elle veut juste se venger de ceux qui lui ont volé ses terres, mais il dit aussi qu'elle n'arrêterait pas de tuer des humains s'ils a soudainement commencé à avoir de la considération pour la nature. Après avoir entendu cela, la mèche déclare que les 5 minutes sont déjà passées. Elle traite Mikoto de dangereux et est déterminée à l'achever définitivement. Il rit et active ses yeux pêche, disant qu'elle peut essayer. Pendant ce temps de retour dans le royaume, le décor dit aussi à Sally qu'elle est dangereuse et commence à utiliser son canon ogre contre la princesse. Le robot entend cette explosion et se laisse distraire pendant un moment, et Mikoto profite de cette opportunité pour attaquer, disant à la fille de se concentrer sur le combat. Il se rend compte que son adversaire utilise la magie et est impressionné par sa technique, et quand elle le voit déterminé à se battre contre elle, elle lui demande s'il ne sauvera pas les humains que son compagnon est en train d'anéantir en ce moment. Alors Mikoto précise qu'elle la motivation n'est pas de sauver les humains, mais de tuer les ogres. De retour dans le royaume, quand la poussière retombe, le décor est choqué par le fait que Sally a réussi à vaincre Elisa. Elle tire alors son épée et coupe l'ennemi, le battant dans le processus, mais s'évanouit ensuite. Mikoto demande au robot d'utiliser son canon ogre contre lui, le plus puissant qu'elle puisse, et promet de ne pas esquiver, de la convaincre. Il se blesse même à la jambe avec son katana, choquant la fille. Insultée, elle utilise le canon, mais comme prévu, le garçon survit indemne à l'attaque.
l'attaque. Maintenant sous sa forme d'enfant, Mikoto la pousse au sol et pointe son épée sur elle, dans le but de la tuer. Le mèche lui demande son nom et il se présente en disant qu'il est un ennemi juré des ogres. Il l'attrape alors son œil et lui a coupé les cornes, révélant quelles sont la source de ses pouvoirs d'ogre. À ce moment-là, son chien qui parle apparaît, lui demandant pourquoi il ne l'a pas tuée, et Mikoto lui dit que sans son pouvoir, elle n'est pas différente d'une humaine, et que c'est une façon pour lui de faire vivre cette ogresse comme une humaine. Se sentant dans la peau de son ennemi, cependant le chien n'est pas d'accord et dit qu'il a pitié de la fille parce qu'il s'est vu en elle. Le chien souligne également que Mikoto a déjà ressenti la présence de la pièce et de la ville et demande s'il y en aura, mais Mikoto refuse de voir la princesse, qu'il appelle son âme sœur. Il quitte alors la ville, et quand le soleil se couche, un personnage mystérieux apparaît, disant qu'il a trouvé la personne qu'il cherchait. Pendant ce temps, la pièce se réveille de ses blessures et voit Fro, qui se tient là à côté d'elle, car sa mémoire est encore floue, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans la ville. Hawk apparaît, disant qu'elle a vaincu l'ogre. L'homme lui donne alors l'épée, confirmant qu'elle a anéanti l'ogre. Il leur demande alors de le suivre, et ils se retrouvent dans une cellule, ce qui le choque. Ils pensent qu'ils seront à nouveau arrêtés, mais Hawk dit que ce n'est pas le cas, et leur montre une fille qui dort dans une cellule. Il dit qu'elle est l'ogre qui a fait sauter les murs de la ville, mais la pièce dit qu'elle ressemble à une fille ordinaire. Puis Hawk dit que les monstres peuvent prendre une apparence humaine, et révèle que cette fille sera probablement exécutée à son réveil. Cependant, il pense que c'est très cruel, alors il veut que la fille se réveille pour qu'il puisse entendre sa version. La pièce félicite l'homme pour sa décision et propose de rester dans la cellule pour surveiller la fille. Quand le commandant part, Fro dit à la pièce que la fille fait semblant de dormir. Elle demande à Mec si elle se souvient de quelque chose, mais Mec lui dit qu'elle est un ogre et essaie d'attaquer Fro, mais elle n'a pas la force de le faire. En voyant ses petits coups, la salle finit par aimer le mec, et dit que c'est un petit être très adorable, et le mec se rend compte que son pouvoir a disparu grâce au Mikoto. En entendant le nom Mikoto, la salle croit enfin que le mec est un ogre, et exige qu'elle lui raconte ce qui s'est passé. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la forêt, un ogre tue les siens, et se dirige vers la ville. De retour dans la cellule, la pièce est heureuse de savoir que le Mikoto est peut-être arrivant, et elle envisage de le poursuivre. Elle promet à Mec qu'elle ne le dira à personne, qu'elle est une ogre, tout cela pour garantir sa sécurité, mais maintenant que ses pouvoirs ont disparu, l'ogresse préfère mourir, mais cela dérange la pièce, alors elle ordonne à la Fro pour les aider à s'échapper. Pendant ce temps, un garde informe Hulk que le prisonnier s'est échappé, et que Sala et Fro les ont aidés à s'échapper. Alors qu'ils fuient les gardes, Hulk apparaît, refusant de les laisser s'échapper. La femme donne un coup de pied au commandant, et il continue à courir rapidement. Quand le garde donne à Hulk les rênes de son cheval, le royaume tout entier est soudainement détruit, ce qui choque complètement tout le monde. Le mec est surpris de voir le Soma, le grand ogre, responsable de la destruction de toute la ville. Il se moque du mec en disant qu'il ne comprend pas pourquoi massacrer un seul royaume est très difficile pour elle. En la voyant sans cornes, l'ogre la traite d'humaine, insiste sur le fait qu'elle doit mourir maintenant avec dignité. Elle se rend à son commandement, prête à offrir sa vie, mais la salle intervient, refusant de permettre son sacrifice. Mais maintenant le pouvoir n'a pas été activé. Elle demande à Fro quoi faire, ce qui l'encourage à combattre, notant qu'elle a vaincu l'ogre qui ressemblait à Léoncio. En entendant cela, Soma commence à attaquer, intéressé à avoir son pouvoir. Cependant la voix d'un homme appelé Sumrag empêche télépathiquement l'ogre d'attaquer, lui ordonnant de vider la pièce et donnant sa liste de cibles. Pendant ce temps, on peut voir Sumrag parler de une église abandonnée, disant à Soma de rebrousser chemin et de se retirer immédiatement, le grand ogre de ses humains suivant les ordres de son supérieur. Lorsque le soleil se couche, la pièce s'active car ils sont épargnés. Elle se souvient alors de Hulk et va voir l'homme. Elle le ramène à la réalité, disant qu'ils sont dans une situation terrible en ce moment car ils ne le font pas. N'ayant pas de fourniture, elle lui a dit de les rassembler car pour le moment, ils doivent d'abord survivre, et réalisant qu'elle avait raison, Hulk reprend ses esprits mais est encore trop confus pour pouvoir diriger l'équipe. Alors tout le monde se dirige vers le village le plus proche et familier avec le terrain local. Mec s'approche et leur dit qu'il y a une ville à une demi-journée de marche et lui tapote la tête, la traitant de bonne fille pour avoir aidé tout le monde. Le groupe se dirige ensuite vers l'ouest et arrive dans un village où tous les gens sont très prudents à leur égard. Ils essaient de rester dans une auberge mais le propriétaire le met à la porte. Comme il voit qu'ils sont avec un demi-humain, Hulk se présente à l'homme qui le reconnaît immédiatement comme commandant des chevaliers de Rindal. Lui faisant confiance, le propriétaire les accueille. Restons dans l'une des chambres. Hulk donne de l'argent à la chambre et leur achète de la nourriture, assurant à la fille qu'il va mieux après la conversation encourageante qu'ils ont eue. Cependant, quand la pièce quitte la pièce, il cesse d'être courageux et pleure comme une fille. Je plaisante, les hommes pleurent aussi, je pleure moi-même tous les jours. Fro essaie de lui remonter le moral en lui disant que tout s'améliorera avec le temps et le commandant le remercie pour les paroles d'Indiz et descend chercher de l'eau. Mec seul commente que Fro est incroyablement proche des humains et que c'est faux puisqu'elle est une demi-humaine. Cependant, le lapin lui dit que son monde a complètement changé lorsqu'elle a rencontré la pièce. Comme elle prend soin d'elle et s'inquiète pour elle, elle invite alors Meg à se joindre à ses voyages, l'appelant une enfant car elle ne connaît pas son nom humain. Meg lui suggère de lui donner un nom humain, alors Meg suggère qu'elle s'appelle Caro, ce qui signifie carotte, ce que l'ancienne ogresse finit par accepter à contre-séu. Pendant ce temps, la pièce se promène dans la ville, pensant à la façon dont elle va acheter de la nourriture pour 4 personnes. Elle ressent et réfléchit sur sa situation, pensant qu'elle n'avait jamais pensé à quel point les préjugés contre les autres espèces sont si grands. Tout en réfléchissant profondément à ça, elle habille Mikoto et son compagnon chien qui parle. Il s'assoit et la salle est ravie de revoir le garçon. Mikoto remarque rapidement ses cheveux courts et dit que ses cheveux lui vont bien. Il note également
disant qu'elle a probablement vécu beaucoup de choses au cours de son voyage car l'expression de son visage a changé. Elle dit qu'au cours de son voyage, elle a été témoin de la façon dont les gens traitent les demi-humains avec mépris et personne ne semble remettre cela en question. Mais l'époque de Mikoto change et il pose à la princesse une question fantastique. Si un demi-humain tue un humain, comment pense-t-elle que le fils de l'humain se sentirait? Dans la pièce pense que l'enfant sera triste au début, mais Mikoto l'interrompt en disant que cet enfant détesterait le demi-humain qui a fait cela et que si cet enfant le pouvait, elle se vengerait en tuant tous les demi-humains et c'est exactement pourquoi il anéantira tous les monstres sans hésitation. Cela dit, Mikoto sourit et lui dit que tout cela est hypothétique mais ajoute que les gens écoutent les demi-humains parce qu'ils ont été créés de cette façon. Pendant ce temps, le tag arrose les plantes d'une église, se fait passer pour un prêtre, une orpheline, lui montre fièrement les bonbons qu'il a préparés, puis court vers d'autres enfants, quelle que soit la manière dont le saumon apparaît, et dévore l'enfant en voyant son compagnon. Il l'avertit de la possibilité d'aller à l'encontre de la princesse, car elle pourrait le tuer, mais le saumon dit que c'est impossible. De l'autre côté de l'écran, la pièce après leur conversation décide de voyager pour unir les demi-humains et les humains, et faire essayer à chaque espèce de se comprendre. Non, Mikoto la prévient en disant que le son est une tâche facile, cependant la fille lui sourit juste, disant qu'elle peut supporter un peu de douleur. Elle invite le garçon à l'accompagner dans son voyage, mais il refuse, car il veut voyager seul. Ils promettent alors d'échanger des récits de leur voyage, s'ils se retrouvent un jour, puis Mikoto s'en va. En marchant, il refuse de prendre un autre regard sur la princesse, car il pourrait finir par accepter son offre, alors il s'enfuit. La pièce revient à l'état de pause, et est surpris par le fait que Raoul aurait accueilli un garçon appelé Barret, qui était autrefois ce garçon, ayant survécu grâce à la destruction. Le garçon dit que la sorcière de la forêt occidentale l'a sauvé du chaos causé par Saumon. En entendant cela, la pièce déclare qu'ils veulent rencontrer la sorcière, ce qui surprend tout le monde cette nuit-là, mais qui trouve Sumeragi dans la forêt, et il propose de la transformer à nouveau en ogre, bien qu'elle ait déjà perdu sa corne, mais à condition qu'elle continue à voyager avec son groupe actuel. Il raconte tout ce qui se passe avant de partir. Sumeragi dit qu'elle peut utiliser son œil d'ogre pour surveiller la pièce, et de cette façon, elle verra quelque chose d'intéressant. Le lendemain, la salle et les autres arrivent à la maison de la sorcière. La salle est surprise de découvrir que la maison de la sorcière est un bar. La sorcière s'approche alors, et se présente comme étant Winnie. À la surprise générale, la salle demande à la sorcière de apprenez-lui la magie, et après avoir observé son humanité dans sa boule de cristal, Winnie accepte de lui apprendre. Cependant, elle a 3 conditions. Premièrement, elle doit garder l'enseignement secret. Deuxièmement, elle doit obéir à tout moment. Et troisièmement, 1 million de pièces d'or et un paiement, ce qui choque la salle, et compte tenu de la situation actuelle depuis la salle, Winnie propose d'accepter n'importe quelle somme d'argent pour le moment, mais Hulk souligne que puisqu'ils voyagent, ils ne peuvent pas dépenser d'argent, et la salle se rend compte qu'il a raison, alors elle demande ce que Hulk lui a appris à manier une épée. Plus tard, pendant que les deux s'entraînent, Mac utilise son œil d'ogre en classe et voit une énorme quantité de magie à l'intérieur de la princesse, ce qui est surprenant, et maintenant qu'il est assez tard, le groupe se demande où ils sont, propose alors Winnie les chambres libres de son bar gratuitement, à condition qu'il le nettoie, puis elle appelle Hulk et lui montre le pouvoir de la pièce. Plus tard, Fro entre dans la chambre de Winnie, révélant qu'ils se sont rencontrés il y a 3 ans, et Winnie prétend mystérieusement que Fro a scellé son pouvoir et a feint l'ignorance de sa vie passée. Elle n'insiste pas, il lui montre l'arme pour laquelle elle l'a préparée. Le lapin, disant qu'elle l'a déjà vu utiliser un marteau, elle remercie Winnie, et il demande une faveur supplémentaire, c'est qu'elle utilise la magie, et en signe de respect pour leur amitié, Winnie accepte, il lui dit de payer lui 1 million plus tard. Elle propose alors de faire du jus de carotte pour le lapin, ce qui met la Fro de très bonne humeur. Le lendemain, la salle est heureuse de savoir que Winnie a enfin accepté d'enseigner la magie, de préparer son corps, ordonne la sorcière. La princesse s'entraîne avec Fro d'abord pour améliorer sa résistance. En voyant son visage déçu, Winnie se souvient qu'en tant que professeur, la salle doit lui obéir à tout moment. Déterminée par magie, la salle commence à courir avec la femme. Pendant ce temps, le robot regarde et se dit que Winnie a dû se rendre compte que la salle a un pouvoir immense, mais elle n'en dit rien et se demande quel sera son plan. Puis Hulk s'entraîne avec elle et il lui demande de tout mettre en œuvre contre lui en s'assurant qu'elle ne peut pas lui faire de mal. La princesse l'attaque de manière agressive, mais il bloque juste toutes ses attaques, mais il se souvient de son combat à 7, donc il sait que la pièce a un pouvoir caché. Il continue de s'entraîner et la pièce se plaint que Hulk utilise juste une main contre elle, mais l'homme précise qu'actuellement il n'en a besoin que pour pouvoir s'entraîner. En regardant les deux, Winnie se souvient du grand-père de Hulk, il dit qu'il a élevé un petit-fils très gentil. À ce moment, un elfe et un lézard apparaissent. À la recherche de Winnie, il lui demande d'enlever la barrière dans la forêt du sud-est et de tuer l'ogre qu'elle téléphone portable. Au bar, Winnie demande pourquoi ils veulent éliminer à plusieurs reprises un ogre endormi. Les deux démons révèlent qu'ils s'y préparent, et comme cet ogre n'est pas encore si fort, c'est l'occasion pour eux tous de brûler cet ennemi. Elle accepte, mais à condition que la salle et son groupe rejoignent le groupe d'extermination. Le lendemain, la salle et les autres sont présents. Pendant que Winnie dissipe le sceau qu'elle a posé sur l'ogre, la salle demande aux gens du drop pourquoi ils ont besoin d'achever un ogre endormi. Puis elle reçoit des réponses selon lesquelles un royaume a été récemment anéanti, donc ils ne peuvent pas laisser un ogre dangereux en vie. Pendant que Hulk s'approche des chefs elfes et critique leur décision d'envoyer le peuple des abandonnés dans les profondeurs de la forêt, disant que là ils auront très peu de visibilité sur ce qui va se passer ici. Il l'accuse de sacrifier le peuple des réprouvés, mais il n'écoute pas et envoie ses elfes se battre. La salle tente d'intervenir, mais le chef des elfes reconnaît que Hulk a raison. Il ne mâche pas ses mots et raconte à la salle qu'il avait prévu d'abandonner les
gens de gauche et il s'en fiche s'ils viennent après lui quand le combat avec l'ogre est terminé. Il prétend que l'hostilité entre les races est bien plus profonde qu'elle ne l'imagine. À ce moment, une ogresse appelée Atsuki émerge du seau. Elle reconnaît le mage dont elle sympathise pour avoir perdu tous ses pouvoirs et marche avec les humains, et pour aider son ancien compagnon, elle propose de mettre fin à sa misérable vie, et elle dit ceci en souriant, ce qui fait croire à la salle ce qu'il voit. Atsuki essaie d'attaquer la princesse en utilisant ses cheveux d'ogre, mais la femme s'empresse de protéger la fille. L'ONU surveille Atsuki et se demande d'où elle vient, car elle n'est pas du côté. À ce moment, un tremblement de terre vibre profondément sous terre, et le grand ogre Selejuki apparaît. Les Nations Unies se portent volontaires pour gagner du temps afin que tout le monde puisse s'échapper, mais la salle refuse l'idée. Pendant ce temps, il est révélé que le Sumeragi est le cerveau derrière l'agitation, et a envoyé Atsuki pour faire bouger les choses. Ils aperçoivent alors un Mikoto voyageant seul. J'ajoute l'envie étroite du garçon parce qu'il a faim, mais au grand choc de Sumeragi, le garçon tue facilement son partenaire, révélant qu'il n'est pas seulement un voyageur solitaire ordinaire, mais un tristement célèbre tueur de démons. Pendant ce temps, l'ogre des arbres veut tuer Winnie pour l'avoir scellé pendant une longue période. Hulk élabore un plan pour vaincre le grand ogre. Ce plan inclut les elfes et les lézards travaillant ensemble. Même pendant une guerre, la salle est heureuse de voir des races raciales, les différences étant mises de côté pour vaincre un ogre. Cependant, avant même que la guerre ne commence, la salle annonce que chacun doit en poser les bases, ce qui surprend tout le monde. Répond l'ogre en disant que la paix n'est pas possible, car les ogres sont nés des humains et sont donc destinés à se battre et à haïr les humains. Juke la qualifie de pathétique même parce qu'elle pense à la paix entre les humains et les ogres et dit qu'elle est délirante. Quand Fro essaie de sauver Sally, Atsuki intervient en disant qu'il devrait se battre, pendant que Mikoto essaie de se battre avec Sumeragi, mais l'ogre n'est pas d'accord et dit que Mikoto n'est pas très civilisé pour l'humain. Sally, quand elle est pressée de l'être. Écrasée par le monstre de l'arbre, elle active finalement ses yeux pêches, disant qu'elle ne peut pas laisser la haine tuer. Elle se libère alors des racines, ce qui choque complètement tout le monde. Winnie s'approche d'elle, s'assurant qu'elle est cette fois-ci maître d'elle-même. Voyant son pouvoir, Juke lui fait remarquer que s'ils sont nés de la haine humaine, alors elle est à l'opposé côté de la médaille et peut facilement éliminer les ogres. Il lui dit qu'elle ne peut pas parler de paix et de compromis car son existence même est une menace pour tous les ogres. Cependant, si elle veut faire la paix, elle doit d'abord se suicider. En entendant cela, Sally se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se battre. Elle déclare que soit il vivra en paix, soit il mourra entre ses mains et fatigué d'elle. C'est absurde. Atsuki Milia décide d'y attaquer avec ses cheveux. Fro essaie même de l'arrêter, mais la princesse l'arrête. Elle casse ensuite les cheveux de l'ogre. Les cheveux sont connus pour être aussi durs que l'acier. Une fois qu'elle fait cela, elle frappe Milia dans le ventre, la faisant tomber au sol. L'ogre des arbres tourne son attention vers Milia, qu'il a déterminé être faible et non pas leur place dans ce monde, bien qu'ils soient toujours de la même race. Il attaque alors le jeune ogre en utilisant ses racines, mais pour les racines de Milia, Sally entre en scène et la défend. Elle déclare alors qu'elle utilisera ses pouvoirs sur des monstres comme lui, qui ne voient plus la raison et sont déterminés à se battre sans fin. Avec les autres races, elle attaque le Juke et donne un seul coup de poing qui détruit le monstre. Après avoir utilisé un immense pouvoir, Sally s'épuise et Willy félicite Sally et la remercie de les avoir tous sauvés ainsi que toute la forêt de la destruction. Les gens de gauche et les elfes expriment également leur gratitude au granitument pour les avoir tous sauvés de l'extinction. Sally a ensuite, après tout, utilisé beaucoup de pouvoirs qu'elle ne maîtrise même pas. À ce moment-là, Hulk se rend compte que Milia n'est pas là. Il est alors révélé que Grita s'est enfuie dans les profondeurs de la forêt cette nuit-là. Mecha a envoyé un œil d'ogre pour vérifier Sumrag. Cependant, au lieu de l'informer, elle lui demande ce qu'ils sont. Après tout, elle sait déjà qu'il a envoyé Milia pour faire revivre Juke. Alors, comme Sumrag devient déjà furieux de ces questions, Mecha raconte alors comment s'est déroulé son combat contre Juke. Elle découvre alors que Sumrag s'est battu avec Mikuto et demande comment Sumrag a survécu. Il répond en disant qu'il a réussi à négocier avec le chasseur d'ogres. Et peu de temps après par la Mecha du grand potentiel de Sally. Le lendemain, Sally se réveille et trouve Hulk assis au bar, parlant au chef des elfes et des hommes abandonnés, et elle n'arrive pas à croire que votre plan arrive vrai. Mais cela se produit, des gens de différentes races interagissent devant elle et voyant Feliz, Win lui dit qu'elle ne doit pas oublier ce moment car cela la guidera tout au long de son voyage. Mais plus tard, Sally annonce des équipes pour continuer leur voyage au plus vite, car vos récentes rencontres avec les ogres ne sont pas une coïncidence. Elle pense que quelqu'un la suit pour tester ses compétences, il sera donc dangereux de rester au même endroit pendant une longue période. En entendant cela, Hulk, Fro et Mecha décident de se joindre à son voyage, ce qui rend Sally heureuse. Elle invite Win de les rejoindre également, mais la sorcière refuse respectueusement, disant qu'elle gardera le bar ouvert pour eux à la place. Alors qu'ils disent au revoir à leurs amis, le groupe continue son voyage. La scène se coupe alors et nous voyons une femme marcher dans la nuit et crier alors qu'elle rencontre un homme terrifiant aux crocs acérés. Pendant que Hulk parle à Sally d'un vampire dans la ville d'un voisin, il dit avoir été prévenu par le gardien du checkpoint. Récemment, ils ont trouvé des cadavres le matin, sans sang et marqué de 2 morsures de crocs au cou. Par peur, elle suggère un camp en dehors de la ville, mais il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car les cibles ne sont que de belles femmes et elles n'existent pas dans les critères. Après avoir reçu un coup au visage, ils s'en vont. Tout le monde cherche d'abord une auberge, mais ils se rendent vite compte que tout le monde les regarde avec ces fameux regards de désapprobation à cause de leur compagnie demi-humaine. Alors qu'ils avancent à contre-séhur, Max suggère soudainement à Sally de leur donner une leçon, mais sa déception envers la femme augmente car elle affirme qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs de cette manière. Ils arrivent dans une auberge, mais craignent qu'il ne le fasse pas une chambre avec Fro là-bas. Fro la lui propose plus tard, après avoir
acheter des choses dont il pourrait avoir besoin. Mac décide de la suivre et elle se sent mal que Sally refuse de blesser les humains, alors elle se promet qu'elle fera regretter Sally en ne jugeant pas les humains. Pendant le trajet, Fro dit qu'elle veut acheter une capuche pour se déguiser, mais elle se fait remarquer dans un stand de carottes. Malheureusement, elle se heurte à l'hostilité du vendeur qui jette sa monnaie par terre alors qu'elle a essayé de l'acheter poliment. Le cœur de l'ex-homme Mac s'effondre quand elle voit son ami ramasser les bandes silencieusement sur le sol, et dans sa chambre, Hawk exprime son inquiétude pour Mac car elle n'a jamais connu autant d'animosité humaine auparavant quand elle voit passer la discrimination à laquelle son ami est confronté. Elle ne le prend pas très bien, alors pendant que la femme grignote joyeusement son encas, l'ex-ogresse se demande ce qui ne va pas avec les humains de la ville. Elle est choquée d'apprendre que presque tous les humains agissent de cette façon et que le demi-humain ne riposte pas simplement parce qu'il y est déjà habitué, et elle ajoute que les gens comme Sally ont des choses bien meilleures. Cependant, Mac soutient qu'elle le fera toujours. Être aux côtés des humains dans les moments les plus importants, en rappelant à madame que 7 sont morts de ses mains. Alors qu'elle s'éloigne, elle entend les habitants mépriser Milmano et disant qu'ils veulent tous les tuer. À ce moment-là, il parle du vampire qui se promène, ce qui donne une idée à Mac. En utilisant son œil, elle trouve une source d'énergie familière. Pendant ce temps, Sally cherchait ses amis jusqu'à ce que de nulle part un vendeur lui propose un peuple, et au souvenir d'une présidence traumatisante, son pouvoir s'active soudainement dans les ruines d'un immeuble. Mac rend visite à ce vampire, connu sous le nom d'ogre suceur de sang, en guise de faveur. Elle lui demande de tuer les humains dans cette ville, révélant comment elle a perdu son pouvoir et lui racontant également sa situation actuelle avec la Sally. En entendant cela, l'idée d'une bataille surgit. Il dit qu'il veut maintenant le sang de Sally, mais Mac dit qu'il ne peut pas faire ça, ce qui le laisse incrédule. Sally est une menace pour l'espèce des ogres, et c'est donc la personne qu'ils peuvent tuer le plus. Elle a du mal à être d'accord, mais heureusement, Fro arrive et est invitée à rentrer chez elle. Cela dit, les ogres suceurs de sang disent qu'ils ont aussi des affaires avec elle maintenant, alors le demi-humain écrase son marteau dans le sol. L'ogre est très lent, mais les attaques de la femme n'ont aucune force contre lui. Il l'attrape facilement et montre ses crocs, qui étaient ses cornes d'ogre tout le temps. En les enfonçant dans son cou, il fait exploser la femme. Sally arrive juste à temps pour voir tout le haut du corps de son ami exploser. Elle attaque l'ennemi, et il est choqué quand un seul coup lui fait Sir Blood. Le vampire demande quel est son pouvoir, mais n'obtient aucune réponse, alors il contrôle son sang et l'utilise pour lui faire face. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Ne fonctionne pas, et elle est remplie de rage contre ce qu'il vient de faire. Il s'est blessé et a répandu son sang partout sur elle, l'utilisant comme des fils tendus qu'il allie. Il montre à nouveau ses crocs, mais Mac envoie une explosion dans sa direction, et se rendant compte que les anciens ogres et les humains sont la même chose, il décide de les tuer tous les deux. Pendant ce temps, on voit Fro se réveiller dans un avion brillant. Là, elle trouve un ange nommé Altra, qui dit qu'ils sont au paradis et qu'elle est déjà morte 2 fois cette année-là. En apprenant que sa moitié supérieure a été détruite, l'ange propose de lui permettre de vivre au paradis, mais la femme dit que ses compagnons l'attendent, afin que le demi-humain piégé puisse être réanimé. Elle ajoute qu'elle prévoit d'utiliser un peu plus de pouvoir, et elle ne se soucie pas des conséquences. Alors après avoir remercié Hitla, elle est renvoyée dans le royaume des vivants. Le corps de Fro se régénère, mais maintenant elle a un air sinistre. Des ailes noires poussent de son dos et ses mains sont tachées de ténèbres, et le vampire se souvient du goût de son sang. Il dit qu'elle n'est tout simplement pas un lapin et lance son boule de sang sur elle, mais un simple geste de la main chasse le pouvoir de l'ennemi, et il ne peut même pas réagir quand cela ouvre un trou dans sa poitrine. Avec cela, elle atteint sa limite et demande sa conscience. À la fin, les ogres vampires ne jugent pas Mac pour avoir trahi les ogres, comme il a fait de même quand il est tombé amoureux d'une humaine. Il l'a épousée et a vécu une vie de bonheur, à tel point qu'il a fini par oublier sa vraie nature. Alors un jour, alors qu'ils s'approchaient pour s'embrasser, ses instincts ont pris le dessus, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle a été aspirée de son sang. En tombant, il exprime son envie qu'elle ait perdu ses cornes et leur dit d'emmener Fro. Alors qu'il fait encore nuit, en voyant Anja, elle pense qu'elle est de nouveau morte, mais ce n'est pas le cas. Selon Anja, ses amis l'ont ramenée et ont pris soin d'elle après le combat, et ils ont fait tout cela sans se soucier de sa nouvelle apparence étrange. Cela dit, pour l'aider à mieux s'intégrer dans la société, elle retrouve le pouvoir que la fraude a utilisé. Le demi-humain remercie son ami, reconnaissant pour sa compagnie. Hulk entre bientôt, alors qu'il entend les voix, et dès qu'il regarde chez Fro, il est heureux de voir qu'elle est revenue à la normale. De l'autre côté de l'écran, Sally et Mac. En achetant les carottes, ils commencent à se disputer, et quand Sally admet qu'elle a tué l'ensemble et refuse également de s'excuser, Mac se met en colère, mais Sally insiste sur le fait qu'elle n'a utilisé son pouvoir que parce que c'était nécessaire, auquel moment un vendeur dit de leur demande de ne pas discuter devant leur tante, et G les reconnaît comme les personnes qui accompagnent le demi-humain. Il insulte les demi-humains, les traitant de bêtes pires que le bétail. Mac commence à se mettre en colère, mais Sally frappe l'homme avant que Mac ne puisse faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'ami de Fro, Angelicao, vole haut, et elle y voit l'esprit du vampire végétalien. Dans le règne humain, il demande un peu plus de temps à Anja, car il veut finir de voir les gens brûler son corps. Après avoir reçu un coup de poing, le vendeur dit qu'il ne croit pas qu'un humain accompagne un demi-humain, mais il s'arrête et leur dit de partir, terrifié et avec un regard brûlant de Sally. Alors que Mac s'éloigne, il pense aux attitudes de Sally, et sourit en comprenant enfin quel genre de personne elle était, après avoir dit qu'elle avait demandé si des gens comme ce vendeur pouvaient vraiment faire la paix avec les demi-humains. Alors Sally dit que même si ça ne peut pas marcher tout le temps, le fait qu'elle ait frappé ce vendeur lui a permis de voir le sourire de son ami ogre. À la fin, le vampire regarde son corps brûler complètement, il espère renaître comme autre chose qu'un ogre, mais c'est l'idée de voir à quel point un humain maléfique n'est pas attirant. Ceci dit, ils sont d'accord là-bas sur le fait que tous les humains ne sont pas mauvais, et après avoir parlé pendant un moment,
maintenant, leur heure de départ arrive. Et leur alliance tombe dans le sol, Anja l'aide à traverser et il espère que Mac aura un meilleur sort que lui. De l'autre côté de l'écran, tout le monde est content de voir que Fro est revenu à la normale et il se demande ce qu'elle est, mais pas elle est obligée de s'expliquer. Hulk suggère qu'ils partent tous, mais ils doivent le faire avec précaution car Sally fera probablement l'objet d'une enquête pour avoir attaqué ce vendeur. Fro demande ce qui s'est passé et Sally dit qu'il l'a mérité. À la fin, l'ex-chevalier trouve un moyen de punir Sally pour son crime, l'emmenant en prison. Une nuit, nous voyons Mikoto se promener dans la forêt avec son chien et il remarque un bandit. Le garçon court pour attaquer mais est surpris de voir Mile, qu'il identifie étrangement comme une religieuse ordinaire. Malgré son hésitation, il lui offre un bol de nourriture et lui demande ce qu'elle fait dans les montagnes. Elle lui révèle qu'elle souffre d'amnésie et ne se souvient que de son nom. Pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, il prend le capuche et confirme qu'elle est un ogre et il se prépare à lui suicider mais le chien l'arrête. Puis Mikoto pointe son épée sur lui, demandant pourquoi le chien est du côté des ogres. Curieux, le chien réprimande, insistant sur le fait qu'il est du côté de Mikoto, mais il ordonne au garçon de ne pas ternir son nom. Mikoto laisse tomber l'épée et accepte d'emmener cette fille au prochain village. À la fin, il s'excuse de l'avoir signalé son épée au chien et le lendemain matin, plusieurs ogres poulets attaquent, mais ils ne sont pas à la hauteur de la force du garçon. Cependant, en parlant des ogres, plusieurs souvenirs commencent à traverser la tête de Mile. Ils sont à la lisière de la forêt et se préparent à se rendre dans la ville voisine. À ce moment-là, un demi-ogre apparaît avec l'ordre de capturer les ogres. Ogre, fugitif pathétique, qui s'accroche aux humains. En le voyant, Mikoto tente de lui expliquer qu'elle a perdu la mémoire. Cependant, quand il mentionne le juk, les souvenirs de la jeune fille reviennent, tout comme le traumatisme qu'elle a subi. Il lui coupe la poitrine et elle dit qu'elle déteste le fait qu'elle soit tombée entre les mains d'un demi-ogre anonyme. Entre-temps, Mikoto dit que Asha comprend d'avance et dit qu'elle tuera simplement celui qui gagnera la bataille. Comprenant sa situation désespérée, elle arrache sa corne, disant à Mikoto qu'elle n'est plus un ogre, et lui demande son aide. Elle s'effondre à cause d'une perte de sang et dit qu'elle ne veut pas mourir, car elle veut toujours trouver le Salia. Regarder dans ses yeux démoniaques et le gronder. Tout à coup, elle se réveille dans une pièce, toute bandée, mais toujours en sécurité. À côté d'elle se trouve le jeune humain qui dit qu'il les a épargnés tous les deux car elle saignait, et tuer l'un de ces faibles ogres serait une perte de temps. Réalisant immédiatement la différence entre leurs pouvoirs, cet ogre n'a pas hésité à battre en retraite. La jeune fille remercie Mikoto de l'avoir sauvé, insiste pour le rejoindre dans son voyage. Il le permet à contre-séure et dit qu'il ne fait que cela parce qu'il ne le fait pas veut qu'elle meure. Juste après l'avoir sauvé, elle se montre amicale et le traite même comme son meilleur ami sans le savoir, et tout en niant qu'il soit en fait un ogre. De l'autre côté de l'écran, on voit se terminer un combat dans une arène avec Hulk vainqueur. Il rit et se souvient de lui, mais ses compagnons répondent sarcastiquement, le félicitant d'avoir battu un membre faible. Hulk dit que Planète gagne le tournoi et gagne une grosse somme d'argent, mais ses amis ne prennent même pas la peine de regarder. Ils partent tous et lui disent de revenir quand il aura fini. Toutes les filles supposent qu'il est là pour l'argent, mais Fro dit que c'est par désir d'être assez fort pour protéger les autres. En tant que personne qui n'a vu que la violence humaine, Meg commence à comprendre leur cœur, donnant à Sally l'espoir que la paix entre les courses sont possibles. À ce moment, elle voit passer Mikoto et court après lui. Malgré leur retrouvaille tardive, tout ce qu'il peut lui offrir c'est de l'eau, car ses fonds alimentés par la religieuse sont épuisés. Il peut actuellement à peine se permettre une chambre pour dormir. Il a dit à la religieuse d'obtenir de l'argent pour ses propres repas, et après lui avoir expliqué la source de ses problèmes, il a décidé de participer au tournoi dans l'espoir de gagner le prix en argent. Pendant la nuit, on voit ce demi-ogre s'excuser de ne pas avoir pu capturer le Mile. Sumrak dit que ce n'était pas de sa faute et qu'il est simplement tombé sur un ennemi qu'il ne pouvait pas affronter. Pendant que les homos parlaient du fait que le demi-ogre s'était enfui d'un seul regard de Mikoto, un enfant s'approche soudain et demande au demi-ogre de l'attraper. Le demi-ogre l'ignorait, juste la tête du Soma, le grondant d'avoir été irrespectueux. Puis il est présenté à la fille qui est Juscelino, le dieu des masques. Il s'excuse immédiatement et la met sur ses épaules. Ensemble, ils marchent jusqu'à une plateforme voisine où l'un de ses beaux masques a dessiné un magnifique cercle d'invocation. Là, ils tiendront la réunion des 100 ogres. Lorsque les ogres quitteront le cercle, le Sumrak souhaite la bienvenue à tout le monde. Commence la réunion et en montrant la carte, il montre sa sphère d'influence sur le continent précédent et en tournant la page, il montre son état actuel et le public est choqué de voir son énorme réduction. Un vieil ogre à l'apparence ancienne et sophistiquée parle, attirant l'attention de tous en demandant si c'est la faute du garçon aux yeux de pêche. Cela se confirme, ce qui choque tout le monde. L'ennemi de tous les ogres n'est qu'un seul humain. Tous doutent qu'un seul humain pourrait avoir autant de force, mais le vieil homme dit que c'est vrai, ajoutant que la puissance du garçon dépasse celle de n'importe quelle armée. Le Sumrak énumère les noms des grands ogres, y compris le garçon récemment tué, les avertissant tous de leur extinction, auquel cas l'ogre du tonnerre l'enterre, et bien que l'ogre du tonnerre reconnaisse le pouvoir du Mikoto, il soutient que la peur est inutilement alimentée, et suggère que tout le monde s'unisse. En réponse, Sumrak retire la tête du son, insistant sur le fait que se battre avec les chiffres n'est pas toujours la solution. Sumrak, irrité par les arguments du garçon, mentionne le nom d'un autre ogre puissant, le Mèche, qui a également été tué par le garçon aux yeux de pêche. Approfondissant le sujet, il dit qu'il voulait garder les incidents secrets, car le Mèche a été tué de manière cruelle, et son ennemi lui a complètement enlevé sa dignité d'ogre. La provocation fonctionne bien, puisque Todoroki, l'ogre du tonnerre, promet de tuer le collant tout seul. Après tout, il aimait beaucoup le Mèche. À la fin de la rencontre, tout le monde lui souhaite bonne chance dans son combat. Après la réunion, nous voyons Soman crier et il se sent humilié d'avoir été utilisé comme exemple. Il demande à son maître de le soigner, mais elle se suicide.
Juscelino demande si Sumrak veut s'entendre avec les humains et elle doute que cela pourrait vraiment arriver. Il dit que ce n'est pas impossible puisqu'un de ses amis a déjà partagé l'amour avec l'humain. Alors qu'il s'apprête à partir, elle demande à Sumrak de la tenir au courant car elle n'est pas opposée à l'aider et en regardant Sumrak travailler là-bas, le demi-ogre ne peut s'empêcher de sentir que les plans de Sumrak sont menacés en lisant Les humains et les ogres. Le lendemain, Juscelino apparaît devant Hulk. Elle lui demande de l'aider en disant qu'elle cherche quelqu'un appelé Sumrak. Il se présente mais il ne réalise pas la signification de son titre. La fille est amusée par Hulk et lui demande d'être un ami, insistant pour qu'elle donne à ses amis tout ce qu'ils veulent, mais en entendant alors le Hulk lui tapote la tête et enseigne à l'enfant que l'amitié se construit sur des liens et qu'elle ne devrait pas donner tout ce qu'elle a acquis que ce soit. Pendant un moment, la fille lâche une heure inquiétante, se sentant mal à l'aise d'avoir été sermonnée, mais elle revient rapidement à la normale. À ce moment-là arrive Sumrak, elle court vers lui en lui disant qu'elle veut voir les humains car il est tellement intéressé par eux. Il se présente comme un slasher d'eau et voit les épées de Hulk, comprenant qu'il participe au tournoi. Et quand tout le monde pose des questions et dit qu'ils vont voir le tournoi, Hulk encourage Juscelino à l'encourager et après que la fille ait promis qu'elle l'encouragerait, ils se séparent et l'ancien commandant s'en va, complètement inconscient du fait que la jeune fille, avec qui il vient de se lier d'amitié, est responsable de l'anéantissement de son ancien royaume puisqu'elle est la maîtresse de Soma. Après cela, nous voyons Melia, excitée et prête à gagner plus de matchs. Mikoto a autre chose à faire et ne peut pas l'encourager, mais promet de prier pour qu'elle ne soit pas blessée. Dans l'arène, Hulk est appelé à sa bataille et soudain, de vifs applaudissements de Juscelino retentissent dans les tribunes. Heureux que Hulk décide de faire un spectacle pour la jeune fille et tandis que Sally était surprise par le bruit de la foule, Sumrak était à côté d'elle, se présentant comme quelqu'un qui partage son objectif de rechercher la paix entre les humains et les ogres. À ce moment-là, Mikoto arrive et lui dit de partir, révélant l'identité de l'homme étrange. Compte tenu de la situation, l'ogre admet qui il est, mais ajoute que son influence et son pouvoir pourraient réaliser son rêve de coexistence. Cependant, la haine se propage à travers le garçon car il n'est pas disposé à permettre à ce monde de se matérialiser. Maintenant, ils ont tous les deux les mains tendues, voulant l'aider à atteindre ses propres objectifs et la forçant à prendre une décision. Devant elle se trouve Mikoto, dont le chemin est celui qu'elle ne veut pas suivre, et un ogre dont le chemin elle partage. Les regrets viendront peu importe ce qu'elle choisit, alors elle se dirige vers son vieil ami qu'elle veut arrêter mais veut aussi être avec lui. À sa grande surprise, il s'éloigne et est rejeté en disant qu'elle ne peut pas le choisir. Sumrak l'encourage à poursuivre son choix et à en apprendre davantage sur le garçon. Elle le rattrape et il s'excuse d'avoir fait une telle offre malgré de connaître ses idéaux, en l'entendant insister sur Mikoto en face, en se souvenant de sa vieille question sur la haine de tous les demi-humains. Si ses parents étaient tués par l'un d'entre eux, il a dit que si cela se produisait, sa haine pour lui déborderait et alors il les tuerait sans hésitation, mais aucun meurtre ne lui apporterait de soulagement et elle demande ce qu'il ferait si elle se tenait entre eux en défenseur de la coexistence. La fille avait bon espoir, pensant que Mikoto reculerait, mais son expression rend sa réponse claire. À ce moment-là, quelque chose explose dans les murs de la ville et il y a Todoroki, accompagné de Basso, Shink et Domanque. L'Ogrega vole maintenant pour explorer la zone et un garçon endormi est laissé dehors. Les deux décident de se séparer et de provoquer le chaos dans l'arène ou bien rappeler aux participants que le tournoi a été annulé car les ogres envahissent, désespérés d'avoir de l'aide. Ils offrent 500 pièces d'or à celui qui apportera la tête de l'ogre en fonction de l'explosion. Hulk suppose que les ennemis doivent être au même niveau que l'ensemble. Hulk le suit, confiant en lui-même et en ses compagnons pour vaincre ses ogres, et dans son voyage un vieil adversaire, Basso, s'approche et tente de s'allier avec lui. Basso ne gagne pas grand-chose et il veut gagner un peu d'argent pour nourrir sa famille. En entendant cela, Hulk décourage l'homme car il connaît les dangers que représentent les ogres. Convaincu, Basso abandonne, mais le garçon adore l'explosion de foudre qui le frappe, le tuant instantanément. Todoroki apparaît et dit qu'il avait l'intention de frapper les ogres. Deuxièmement, Hulk devine que ce garçon est un ogre, mais il finit par être identifié par erreur comme étant le garçon pêcheur. Pendant ce temps, Mec regarde ce qui se passe et est surpris par Basso, Shink et enfin Todoroki. Sari se demande si Sumeragi a été impliqué dans l'attaque, mais il apparaît soudainement derrière elle, disant qu'il est blessé par l'interférence. Todoroki tire sur Hulk, mais le soldat expérimenté lève son épée pour attirer la foudre. Hors des murs, Mikoto tente d'attaquer Domek pendant qu'il dort, mais il perd soudainement connaissance et s'endort. Les compagnons de l'homme font de leur mieux pour le soutenir, mais ils rencontrent tous un obstacle d'une manière ou d'une autre. Sumeragi provoque Sari en le faisant apparemment exprès pour lui faire utiliser ses pouvoirs de pêche. De retour à Hulk, il évite la foudre et court, n'ayant qu'une épée en bois pour se défendre. Le garçon le remarque, mais perd connaissance après avoir été touché par une attaque surprise. Pendant ce temps, Shink marche dans les rues, triste parce que tout le monde le regarde avec peur. Miku s'approche de lui et lui demande pourquoi ils attaquent la ville. Quand il la voit, il rit et dit qu'il est là pour se venger, comme l'était Todoroki. Informé que Peach Boy l'a tué, ils sont tous là juste pour se venger. Elle demande pourquoi Sumeragi mentirait comme ça et pourquoi Todoroki voudrait autant la venger. De toute façon, elle doit arrêter Todoroki de toute urgence, mais l'ogre ne permettra pas que cela se produise et décide de la tuer lui-même. Pendant ce temps, la chance de Hulk s'épuise. Quand Todoroki se relève, il voit la corne du mèche au sol et il suppose que les humains ont dû utiliser un sale tour pour le tuer. Au même moment, les autres commencent à être dominés par les ogres et Sari est incapable d'activer le pouvoir dans son œil. Todoroki utilise son canon et invoque Rechin, un être fait de pur éclair, prêt à s'en prendre à Hulk de l'autre. Shink insiste pour tuer le mèche parce qu'elle est membre de la coexistence faction, un groupe dirigé par Sumeragi qui veut la coexistence des ogres et
et des humains. De plus, elle est la première pour les mèches et les ogres à les attirer et à vivre avec les humains. Incapables de parvenir à un accord, ils s'attaquent les uns les autres et en raison de la différence de puissance des envahisseurs, ils écrasent complètement le côté des humains, les laissant complètement sans défense. Le mèche est incapable de faire quoi que ce soit après avoir perdu ses pouvoirs. Pendant ce temps, Juscelino et mon ogre regardent Hulk affronter sa mort avec un sourire confiant. Il est clair qu'il n'a pas d'échappatoire, mais il est également certain que ses compagnons sont en route vers lui, donc votre tâche est maintenant de garder ce garçon en place assez longtemps pour que tout le monde arrive, insiste-t-il et s'acquitte de son devoir. Peu importe qu'ils arrivent ou non, s'amusant avec Hulk, Todorok lance une attaque de toutes ses forces, ordonnant à Aegin d'attaquer, et après avoir contourné la mort tant de fois, son heure est enfin venue. Alors le soldat décide d'accueillir dignement la mort en pensant à ses amis, il leur laisse le reste, mais soudain une femme portant une tunique et un chapeau de sorcière apparaît devant lui et bloque complètement la ruche. Elle dit qu'il a vraiment un souhait de mort, mais il est là choqué de voir Winnie. Winnie arrive sur les lieux et gronde Hulk pour avoir toujours essayé de se suicider. Se souvenant d'un lointain souvenir, elle dit que cela doit être l'influence de son voyage. Le Todorok attire son attention, toujours furieux que son attaque ait été bloquée, et bien qu'il ait arrêté la bataille, elle n'avait pas l'intention de le combattre, et vient juste de reprendre conscience. Donne une épée à un ami, et elle s'est dépêchée après l'avoir vu se battre avec une épée en bois. D'une certaine manière, il ressent une vie et envoie la lame, et même Juscelino reconnaît son pouvoir, son nom est Aïr, le trésor du ciel, qui était autrefois utilisé par l'Afro, et parce qu'il peut essentiellement couper ce qu'il veut. Maintenant tout cela dépend de la capacité de Hulk à le manier. Cela dit, la confiance du soldat a grimpé en flèche, ayant confiance en la sorcière et en son habileté avec l'épée, il est prêt à essayer de gagner ce combat. Pendant ce temps, Bastos termine les choses de son côté, mais Fro a survécu à son canon et s'est relevé, et comme Anjada est partie avec une certaine puissance, elle est encore tout à fait capable de se battre. Avec cela ses yeux deviennent rouges, et sa forme de trèfle revient, et d'un seul mouvement, l'aile de Hage est coupée, et d'un autre mouvement sa tête tombe au sol. Après l'avoir vaincue, Fro essaie de s'adresser à ses compagnons, mais elle s'évanouit à cause de l'utilisation de son pouvoir. De l'autre côté de l'écran, Sumrag remet en question la décision de Sal, lui demandant comment elle envisage de protéger les gens avec le pouvoir qu'elle n'a pas. Je ne peux même pas le contrôler. En apprenant qu'elle le fera de toute façon, il rit et se rend, expliquant qu'il ne faisait que la tester. Elle se demande pourquoi son œil n'a pas réagi à lui, mais il évite de répondre, se rappelant que son ami est en difficulté. Avant de partir, il dit qu'il réglera les choses d'abord avec Mikoto, puis il lui tendra la main. Espérant une coexistence, pendant ce temps Hulk se débrouille bien contre Todorok. Incrédule, le garçon voit le couvercle de sa corne, et se souvient quand Miku le lui a donné, lui permettant ainsi de mieux contrôler ses rayons. En se rappelant pourquoi il est là, le pouvoir surgit en lui, et le Rajin est à nouveau invoqué. De l'autre côté de l'écran, Miku s'enfuit du barrage de Shiki, traverse la ville et atteint un mur de protection, risquant sa vie. Elle esquive un coup, et son ennemi avec sa main coincée dans le mur finit par recevoir du jus d'elle avec toute sa force, et donc il demande sa conscience. D'un autre côté, Shiki demande à Miku pourquoi elle a l'air si hagard. Bien qu'il ait vaincu la personne qui a tenté de la tuer, il dit à Miku que la coexistence avec les êtres humains est possible pour elle, mais pour lui c'est impossible. Il dit que l'ogre éclair était le seul à le traiter normalement, et lui a même donné un nom. Des ogres d'apparence humaine comme eux pourraient probablement coexister, mais ceux avec des caractéristiques contre nature n'auraient pas leur place dans leur nouveau monde. En la voyant pleurer pour lui, il espère qu'il y a plus de gens comme elle. De l'autre côté de l'écran, voulant en finir avec tout, le Rajin est une fois de plus lâche et plus viol qu'avant. Il rappelle à Hawk de donner le de son mieux, et faisant exactement cela, il coupe le lampeau du bête en deux, et coupe même son invocateur à la poitrine. Alors l'ogre éclair tombe et la bataille se termine, mais le garçon se réveille dans une auberge, couvert de bandages à côté de Miku. En la voyant, il pense qu'elle a dû mourir, mais il est ravi de réaliser qu'elle est bien vivante, à l'extérieur. Hawk admet qu'il avait l'intention de tuer l'ogre, le détestant pour avoir tué un innocent. Cependant le garçon vient de les attaquer en pensant qu'ils avaient tué Miku. Les choses auraient pu se terminer différemment s'ils avaient pris le temps de mettre les choses au clair, cependant cela aurait laissé son ressentiment en suspens. La salle est triste de toutes leurs décisions, et encourage tout le monde pour trouver une issue sans se battre. Winnie s'amuse de leurs réponses obstinées, et leur propose d'aller au pays de l'Edigia, le seul endroit au monde qui n'interdit pas la discrimination. Mikoto se réveille enfin, encore bouillante du sang des ogres, ses yeux brillent quand le Mili entre dans la pièce, mais heureusement le chien l'arrête à temps. Elle imaginait qu'il serait de mauvaise humeur après avoir été endormi par Domanke, qui oblige ses proches à dormir et les tourmente avec des cauchemars. Winnie rentre chez elle, promettant de les surveiller tous les jours. À la surprise générale, Sally invite l'ogre éclair dans le groupe, non pas pour voyager avec eux, mais pour partager le but de la coexistence. Il y a plusieurs ogres là-bas, et elle pense qu'il en vaut la peine. Fro clarifie l'invitation avec un ton philosophique. Interprétation, lui faisant remettre en question son but dans la vie. Il regarde Mike, et il sait que c'est une friction entre les ogres. Mais à mesure que la faction de coexistence de Somrak gagne en force, ces frictions ne font qu'augmenter, alors il s'approche et rejette sa main, disant qu'il ne travaillera jamais avec des humains, bien que la surprise, son ami la traduise, disant qu'il est tout simplement trop gêné pour la serrer. Mais il veut partager leur objectif. Le garçon part, ils disent à Mike de rester derrière et de protéger la maison qu'elle a trouvée, et maintenant, en tant que nouvelle confiance en l'humanité, il trouve le Somrag à l'extérieur et demande pourquoi il l'a trompé, ce qui a conduit à sa mort là-bas. En guise d'excuse, il envoie le garçon les rejoindre, ouvrant un trou dans sa poitrine. Il lui demande d'envoyer ses salutations à ceux qui sont au paradis. Sur ce, tout le monde est allé à Legadia. Et pour finir cette histoire, on y voit une autre petite histoire.
histoire et celle-ci parle de Mikoto. Il était une fois un homme qui quittait la maison, il reçut de la nourriture pour ses voyages et une belle machette pour le protéger des créatures ou les X dehors. Il s'appelait Riko no Mikoto. Sur la route il donne sa nourriture à un chien et est surpris de le voir le remercier. Il lui dit aussitôt de se calmer, bien conscient de la réaction désinvolte de quelqu'un qui vient de voir un chien parler. Alors ils décident de voyager ensemble. Il lui dit qu'il cherche ses parents pour lui demander pourquoi ils l'ont mis sur une pêche et l'envoya flotter. En aval de la rivière, soudain un ogre apparut dans le village où il se trouvait, dévorant sans pitié ses habitants malgré les tremblements de peur. Il brandit son épée et crie pour arrêter la bête, tout en bégayant, étant visiblement effrayé. Tout le monde est choqué quand cet homme arrête son poing d'une seule main. Il fut le premier à revendiquer le nom de Beat Boy, le garçon pêcheur. Avec un grand pouvoir il coupa rapidement l'ogre en deux et lorsqu'il réalisa qu'il l'avait tué, le pouvoir brillait dans ses yeux. Tout le monde courut pour le remercier et les rumeurs se répandirent rapidement. Alors tous ceux qui étaient terrorisés par les ogres se sont lancés après ce voyageur pour demander de l'aide. L'attaque de cet homme contre les ogres a continué, éliminant tous ceux qui apparaissaient sur son chemin, oubliant complètement sa mission de retrouver ses parents au cours de son voyage qu'il avait entrepris. Parti pour élire les ogres, en espérant qu'il finirait enfin sa mission en tuant leur chef. De plus, en échange d'un repas, le chien a choisi de l'accompagner tout au long du processus. L'homme riche a rempli sa mission, battant le chef et forçant tout le monde à partir, mais il a été prévenu que sans eux, ce à quoi Xim parviendrait, et maintenant considéré comme un héros, il s'est installé dans les montagnes, inquiet de l'avertissement du chef des ogres, et ne voulant évidemment impliquer personne dans ses guerres. Il a inventé des excuses pour ne pas voir ceux qui l'ont élevé, et maintenant il se sentait seul à l'intérieur. Une nuit, un ogre est venu vers lui à genoux, il était tombé amoureux et avait formé une famille avec un humain, cependant ses instincts l'ont pris en main, et il a dévoré sa femme, et ce même ogre s'inquiétait que son fils soit le prochain. Il supplie le pêcheur qui lui ôte la vie, et il est déjà sûr que son fils sera laissé avec de bonnes personnes, alors cet ogre meurt. Cependant un jour au village, le pêcheur a croisé des gens en train de frapper violemment un enfant pour se défendre. Il dit à tout le monde d'arrêter, mais ils sont pleins de haine, car l'enfant est un ogre, tout comme les monstres qu'ils ont massacré leur famille. Comme aucune négociation ne fonctionne, le riche décide de placer l'enfant sous sa protection. C'est ce jour-là qu'il rencontre Mikoto chez lui. L'enfant lui demande de mettre fin à ses jours, déjà fatigué et souffrant. À ce moment-là il révèle que c'est lui qui a tué son père, donnant au garçon une raison de vivre, et la raison serait la vengeance. Pleine de haine à cause de son perte, le garçon entre avec l'intention de tuer, mais il est trop faible pour faire quoi que ce soit, alors l'homme riche lui dit de devenir assez fort pour le tuer. Jusqu'à ce que ce jour vienne, il sera sous sa garde, mais plus tard, l'actuel pêcheur dit au chien qu'il n'a pas l'intention de partager comment le père du garçon a supplié d'être tué. Plein de compassion, il pense à ce que l'enfant a vécu, insiste qu'elle doit vivre avec quelqu'un là-bas à haïr pour ne pas perdre sa raison d'exister. Il murmure tout, mais le garçon entend tout, pendant qu'il fait semblant de dormir. À partir de là, il a appris à l'enfant à lire, à chasser, et même s'il n'était pas bon dans ce domaine, il lui a appris à faire du feu. La relation entre ils se rapprochèrent, mais l'enfant refusait toujours de prononcer son nom, alors l'homme riche offrit le sien, et ainsi le garçon fut baptisé tout comme Mikoto. Tous deux ont trouvé le bonheur l'un dans l'autre, mais cela n'a pas duré longtemps, car dans la Burega un des Kishin est arrivé. Une nuit le garçon est devenu majeur et a eu une autre chance de se venger de son père, et après avoir refusé, le garçon s'est enfui. Le chien s'enquiert de son action, mais ses yeux brillent de puissance, bien conscient que le Kishin approche, et il trouve enfin Mikoto, qui dit qu'il veut y rester pour toujours, mais à la place il est encouragé à partir en voyage, et trouve des gens qui t'acceptent tel que tu es. Il promet de l'accompagner, mais reconnaît que cette décision sera difficile. Ils font une promesse, chaque fois que les choses deviennent difficiles, le garçon doit les surmonter avec le sourire, et ainsi l'homme viendra le protéger. En une nuit le Mikoto soudain ressentit un sentiment familier, semblable à celui de la disparition de son père. Alors qu'il courait, le chien lui barrait le chemin. Il a dit de rentrer, mais il ne l'a pas fait. Les traces d'une grande bataille apparaissent, et l'homme riche est étendu par terre, ses membres ont été arrachés, et quand Nobulga sort, il donne un dernier coup, et il parvient à peine à frapper le Kishin. À quelques centimètres de la mort, il voit la lune en forme de boulette et demande pourquoi Mikoto la voit. L'enfant est en état de choc et pleure, et il fait un faible sourire au garçon, et je lui apprends une dernière fois le voyage qu'il s'apprête à faire. Comprenant sa peur, il lui rappelle sa promesse de le protéger, comme il laisse ainsi son épée pour se protéger et protéger les autres. Alors une lumière couleur pêche quitte son corps et entre dans le garçon, et à ce moment-là, une énorme explosion des Kishin fera. Cependant, le garçon s'approche du Nobulga, traînant la lame, étant complètement lisse, renforcée par la lame de son maître. La corne de Mikoto est devenue beaucoup plus grosse, et il a instantanément coupé la main de l'ennemi. Il a coupé le Kishin et lui a arraché la corne, et alors, Mikoto a décidé de mettre fin à la bataille entre les ogres et les humains, en les tuant simplement tous. En dehors du flashback, nous voyons le mail portant Mikoto endormi sur son dos, et le chien dit qu'il aura toujours un trou dans le cœur, jusqu'au jour où il trouvera une personne avec qui il pourra partager un véritable sourire. C'est ainsi que la première saison se termine de l'anime.